Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Nous allons explorer aujourd'hui La dimension cachée, un livre de Edward T. Hall, un anthropologue américain de renommée internationale, d'après ce qui est écrit ici en 4e de couverture, un livre que j'ai trouvé comme son livre précédent, Le langage silencieux, dans une cabine à livres, la même cabine à livres, quelqu'un secrètement me fait lire cet auteur dont je n'avais auparavant jamais entendu parler, et j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt dans cette dimension cachée d'Edward T. Hall. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la proxémie, ou du moins c'est la notion qu'analyse dans ce texte Edward T. Hall. Alors qu'est-ce que c'est que la proxémie ? C'est la question de l'occupation de l'espace, de la gestion de l'espace, des distances qui nous séparent et qui font partie de nos cultures et qui sont différentes selon les cultures. Ces questions de distance, de distanciation ont été au cœur et sont toujours au cœur de nos vies en temps de pandémie, et on voit bien que les règles qui nous ont été imposées, nous disant vous devez rester à 1,5 mètre, ou je ne sais plus les distances exactes, elles ont changé tout le temps, nous ont profondément perturbés parce que ce qui était inconscient, les distances qu'on observait sans trop y penser, eh bien, tout d'un coup, on a dû se faire violence pour changer des habitudes très profondément ancrées. D'après Edward T. Hall, cette occupation de l'espace est déjà une donnée qu'on peut observer chez les animaux, et nous sommes des animaux qui au fond ne fonctionnent pas si différemment que ça par rapport à d'autres espèces que nous. La distance sociale, par exemple, chez les animaux, voilà ce qu'il en dit. La distance sociale n'est pas fixée avec rigidité, mais elle est en partie déterminée par la situation. Ainsi, pendant la période où les petits des singes et des hommes savent déjà se déplacer, mais pas encore obéir à la voix de leur mère, c'est la portée du bras maternel qui déterminera la distance sociale. On l'observe facilement aux zoos chez les babouins. Lorsque le petit dépasse une certaine distance, la mère tend le bras pour l'attraper par le bout de la queue et le ramener à elle. Lorsqu'un danger rend nécessaire un contrôle plus étroit, la distance sociale diminue. Pour trouver un comportement analogue chez l'homme, il suffit d'observer une famille comprenant beaucoup de jeunes enfants lorsqu'elle traverse un carrefour dangereux en se tenant la main. Le téléphone, la télévision et les émetteurs portatifs ont allongé la distance sociale de l'homme, permettant d'intégrer les activités de groupe très éloignées. L'extension de la distance sociale transforme aujourd'hui la structure des institutions sociales et politiques selon des modalités que l'on commence seulement à étudier. Ce texte a été écrit en 1966 et on voit que des questions qui se posent aujourd'hui de manière beaucoup plus massive sont déjà à leur début à cette époque-là. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est évidemment la comparaison entre humain et animal. Et tout le début de ce livre-là
va d'abord s'intéresser aux animaux, va observer des comportements animaux liés à leur gestion de l'espace. Mais c'est bien des hommes dont il s'agit, et des hommes d'abord en tant qu'êtres biologiques. Il va s'intéresser par exemple à la biochimie de la régulation démographique, avec un tableau comme celui-là, qui est extrêmement complexe, j'avoue ne pas avoir tout compris, mais il montre bien que ces questions de distance, elles sont en partie biologiques, mais elles sont aussi culturelles. Il va comparer différentes cultures humaines dans la suite du livre. La culture américaine, dont il est issu, avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et des cultures plus lointaines, les Arabes, les Japonais. Et on voit que sur toutes ces questions de distance, nous ne sommes pas identiques. Il prend un exemple, celui du bureau, chez les Américains. L'analyse des interviews de 100 Américains démontre l'existence virtuelle de 3 zones mentales dans les bureaux américains. 1. La surface immédiate de travail comprenant le dessus du bureau et la chaise. 2. Un ensemble de points situés à portée de bras de cette surface. On avait déjà la longueur du bras chez les babouins. On le retrouve dans le bureau à l'américaine. 3. Les espaces définis par la limite que l'on peut atteindre en s'écartant de son bureau pour prendre un peu de distance par rapport à son travail sans réellement se lever. Le moment où je n'ai pas la chaise adaptée pour faire ça, mais où je me repose un petit peu, sans m'arrêter, totalement. On voit ces questions de distance, ces questions d'espace, de gestion du lieu dans lequel on se trouve, même quand on est seul, ça a de l'importance, et quand on interagit, ça en a encore plus. Et ce qui est important pour Edward T. Hall dans la comparaison des différentes cultures, c'est d'éviter les malentendus, d'éviter de considérer que quelqu'un nous agresse parce qu'il observe un comportement de distance qui est celui de sa propre culture dans telle ou telle situation et pas celui de notre propre culture. Donc, il y a cette idée d'aider à rassembler les gens de cultures différentes en leur faisant prendre conscience qu'il y a une relativité dans la question des distances que nous observons les uns par rapport aux autres. Il parle par exemple des Allemands dans une partie postérieure du livre que je vais retrouver à propos de la sphère privée. Les Allemands vivent leur propre espace de comportement comme un prolongement de l'ego. On peut trouver un écho de ce sentiment dans le terme de Lebensraum, qui est impossible à traduire à cause de sa trop grande richesse connotative. Lebensraum, chambre de vie si je traduis littéralement. Hitler s'en servait comme d'un véritable levier psychologique pour infuser aux Allemands l'esprit de conquête. Contrairement à celui de l'Arabe, comme nous le verrons plus loin, le moi de l'Allemand est extraordinairement vulnérable et mettra tout en œuvre pour protéger sa sphère privée. La Deuxième Guerre mondiale en a fourni la preuve aux soldats américains qui eurent l'occasion d'observer des prisonniers allemands dans une série de circonstances diverses. Un cas put
être observé dans le Middle West, où les prisonniers allemands logeaient à 4 dans de petites huttes. Dès qu'il leur fut possible de se procurer les matériaux nécessaires, chaque prisonnier construisit une cloison de manière à posséder son propre espace. Donc on voit une différence culturelle. Alors évidemment, est-elle si simple que ça? Est-elle véritable? Il faudrait voir si d'autres recherches depuis 1966 ont été faites. Est-ce que les Allemands ont évolué depuis? Est-ce qu'ils ont toujours été vraiment aussi vulnérables dans leur ego? Je ne suis pas sûr de la validité de cet exemple-là, mais ça nous montre comment pense Edward T. Hall. Donc cette idée de proxémie, de distance, de culture de l'espace, elle me semble importante parce qu'elle nous permet de prendre conscience de choses qui restent souvent abstraites ou inconscientes. Et c'est dans ce livre-là qu'on trouve ces fameux schémas. Alors ils ne sont pas sous forme de schémas, ils sont ici sous forme de texte, qui nous expliquent à quelle distance précise on est dans une distance intime, ou une distance personnelle, ou une distance sociale ou publique. Ces 4 distances qu'on trouve sur plein de schémas dans tous les livres qui parlent du langage non verbal, etc., elles viennent donc de Edward T. Hall, et il va donner des mesures précises pour la distance intime en mode éloigné, 15 à 40 cm, et en mode proche, là il n'y a pas de mesure, c'est le fait de se toucher. La distance personnelle, ce serait 45 à 75 cm en mode proche, et en mode lointain, 75 à 125. Puis vous avez la distance sociale, la fameuse distance sociale, 1,20 m à 2,10 m en mode proche, 2,10 m à 3,60 m, oui, c'est très précis, en mode éloigné ou lointain. Et la distance publique en mode proche, 3,60 m à 7,50 m, et en mode éloigné à partir de 7,50 m. Ces distances-là, il faut tout de suite dire une chose, et il le dit dans le livre, c'est la distance qui est en vigueur, ou qui était en vigueur en 1966 chez les Américains. Qu'on nous enseigne un peu comme un universel. Peut-être que là, il y a quelque chose à critiquer, parce qu'il montre bien dans ce livre-là que ces distances-là sont par exemple beaucoup plus courtes dans certains pays, où dépendent aussi beaucoup des circonstances. Donc il y a beaucoup de réflexions très intéressantes sur l'espace, sur la gestion des villes, également avec le problème du syndrome de l'automobile, par exemple, ou sur notre rapport à l'occupation de l'espace en général, à la nature, à l'écologie, etc. Des réflexions qui, en 1966, sont encore, au fond, à leur début, mais cette dimension cachée, j'ai l'impression qu'elle se révèle de plus en plus à nous, et qu'il est important d'aller dévoiler ce qui est caché. Il utilise aussi d'ailleurs pour le faire l'art, la question de la perspective, justement, de comment est-ce qu'on représente l'espace, ou la littérature, comment ces questions de distance sont nées dans la littérature, et comment elles
montre comment, à différentes époques, on considérait nos rapports de proxémie. La dimension cachée, c'était donc un livre de Edward T.